pardon, et notamment la détection de l'acétoacétate. Et puis, il s'agit aussi des acides faibles, et donc ils vont pouvoir se dissocier assez facilement dans le sang, libérant ainsi des ions H+, à l'origine donc de l'acidose métabolique qu'on a aussi au cours de l'acidocétose. Alors, voici un schéma global qui résume d'une manière globale la production des corps cétoniques. Alors, le précurseur des corps cétoniques, c'est l'acétylcoenzyme A. Acétylcoenzyme A qui peut provenir de différentes sources. Donc, on a d'abord les glucides qui vont être dégradés par les 8 étapes de la glycolyse et qui vont aboutir à du pyruvate. Et puis, par la suite, le pyruvate qui va donner de l'acétylcoenzyme A. Et puis, on a les acides gras aussi, une fois qu'ils vont subir la bêta-oxydation, vont aboutir à de l'acétylcoenzyme A. Cet acétylcoenzyme A, il est destiné à rentrer dans les cycles de Krebs afin de produire de l'énergie sous forme d'ATP. Mais pour que l'acétylcoenzyme A puisse être utilisé correctement justement par le cycle de Krebs, il y a une condition très importante et préalable. Il faut qu'il y ait une disponibilité d'oxaloacétate. Et l'oxaloacétate provient majoritairement du pyruvate qui vient de la glycolyse. C'est ainsi que l'acétylcoenzyme A qui provient de la glycolyse est utilisé dans sa quasi-totalité dans le cycle de Krebs parce qu'il y a toujours en accompagnement une disponibilité d'oxaloacétate. Mais par contre, lorsque c'est plutôt l'acétylcoenzyme A qui provient des acides gras, eh ben, il n'y a quasiment pas d'oxaloacétate qui vient avec l'acétylcoenzyme A, ce qui fait que l'acétylcoenzyme A va tout simplement s'accumuler, ne pouvant pas être utilisé dans le cycle, donc va suivre la voie de la synthèse des corps cétoniques. Et justement, au cours de l'acidocétose, c'est ce qu'on a, pardon. On a d'une part une inhibition de la glycolyse, mais une activation de la dégradation des lipides et donc des acides gras qui vont suivre la bêta-oxydation et aboutir de l'acétylcoenzyme A et qui ne pouvant pas être utilisé par le cycle de Krebs sera donc dirigé vers la voie des corps cétoniques. Donc ici, c'est à peu près la même chose. Donc à partir des acides aminés cétoformateurs et les acides gras, on va avoir donc toujours l'acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate et, donc on va avoir donc l'acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate et puis l'acétone qui va se volatiliser. Les deux autres vont passer dans le sang et aller dans les tissus périphériques pour être utilisés comme source d'énergie dans des contextes assez particuliers de déficit énergétique. Alors, donc on va finir donc ce chapitre donc, de rappel par un schéma récapitulatif qui résume donc la physiopathologie de l'acidocétose. Donc, on l'a dit, le primo movens sous l'élément déclencheur, c'est le déficit en insuline. Déficit en insuline qui va s'accompagner d'une augmentation des hormones de contre-régulation. Et donc, on va avoir une augmentation, on va avoir donc une augmentation des hormones de contre-régulation. Rappelez-vous, en physiologie, on a dit que non seulement l'insuline a un effet métabolique, mais euh, exerce aussi un effet inhibiteur sur les hormones de contre-régulation. Ce qui fait que lorsque l'insuline n'est pas là, il y a une levée d'inhibition, les hormones vont augmenter. Et puis, il y a avoir 4 conséquences majeures. La première, c'est la diminution de l'utilisation du glucose par les tissus périphériques, puis une augmentation de la glycogénogénèse, donc la libération du glucose à partir du glucogène, et une augmentation de la néoglucogénèse à partir des acides aminés néoglucoformateurs et la lipolyse. Donc, cette diminution d'utilisation va être à l'origine de la fatigue, donc l'asthénie qu'on a classiquement au cours de l'acidocétose. Et puis, les 3 autres vont donner l'hyperglycémie d'une manière combinée. La dégradation des acides aminés, principalement musculaires, et la lipolyse vont donner une perte de poids. Et puis, cette hyperglycémie va donner d'abord une hyperosmolarité extracellulaire qui va faire appel d'eau par osmose des cellules vers le milieu extracellulaire, donnant la déshydratation intracellulaire et la soif. Et puis, lorsque cette hyperglycémie atteint le seuil d'élimination rénale qui est de 1,8 g par litre, il y aura une glycosurie avec une diurèse osmotique à l'origine d'une polyurie osmotique. Et puis après, il y aura une perte donc de NaCl qui va accompagner cette diurèse et il y aura une activation du système réninien-angiotensin-aldostérone qui va essayer de contenir justement cette perte hydrosodée et il y aura par la suite une perte de K+ secondaire.
Et puis pour ce qui est des lipides, donc on va avoir une production des corps cétoniques, on l'a dit, avec deux symptomatologies, donc des signes en rapport avec l'acidose, donc une hyperventilation, une respiration de type Kussmaul, et des signes avec l'acétose, notamment une symptomatologie digestive, et par la suite aussi une fuite de K+, une sortie de K+, pardon, de la cellule, donc une hypocalicité vers le milieu extracellulaire. Et c'est ce qui donnera par la suite, donc, d'une manière combinée, la polyurie, les vomissements et l'hyperventilation, la déshydratation extracellulaire, à l'origine d'une hypoventilation et une insuffisance rénale fonctionnelle, et une perte d'eau et d'ions par les cellules cérébrales, donnant à la longue un coma, qui est assez rare quand même. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on va utiliser ces éléments afin de poser un diagnostic positif. Alors, donc, à la clinique, l'acidocétose évolue classiquement en deux phases. Il y a d'abord la phase de début ou phase de cétose, sans acidose, qui est caractérisée par deux groupes de signes. D'abord, un syndrome cardinal qui va s'aggraver avec la polyurie, la polydipsie, un amaigrissement, avec, au lieu de la polyphagie classique, on a une anorexie qui va la remplacer. Et peu après, on a les signes de cétose qui sont assez modérés, donc c'est la laine acétonique dite en pomme de reinette, et des troubles digestifs assez mineurs pouvant orienter à tort vers une infection abdominale. Et c'est pourquoi on dit que avant de retenir une gastroentérite chez un diabète de type 1, il faudra d'abord donc rechercher la présence de corps cétonique au niveau des urines avant de s'orienter vers quelque chose de digestif. Et puis la deuxième phase, c'est la phase d'état ou phase de cétoacidose dite de coma, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas toujours un coma. Donc on a un syndrome cardinal sévère avec des signes de déshydratation d'abord extracellulaires qui vont être prédominants. On va avoir donc un pli cutané persistant, des yeux cernés, voire des signes de collapsus. Et puis une déshydratation intracellulaire avec la soif, une sécheresse des muqueuses, une hyperthermie et des manifestations neurologiques. Une majoration des signes de cétose qui était là depuis le début, avec toujours la laine acétonique qui est là, et des troubles digestifs cette fois-ci qui vont se majorer, avec des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales pseudo-appendiculaires, surtout en population pédiatrique, mais également chez l'adulte, et puis une diarrhée. Et enfin, on va avoir aussi les signes d'acidose métabolique, et ça sera principalement des signes respiratoires qui sont en réalité une compensation de l'acidose métabolique. Donc, on va avoir soit une simple polypnée ou alors une véritable dyspnée métabolique à 4 temps lorsque le pH est carrément diminué en deçà de 7,2. Et puis des troubles neurologiques avec des troubles de la conscience de tout genre, soit une torpeur, un syndrome confusionnel, de l'omnibulation ou alors un véritable coma calme et profond, mais sans signe de localisation neurologique qui est assez rare. Et donc, devant ces manifestations cliniques, au lit du malade, on va pouvoir faire une bandelette donc, de glycémie, donc la glycémie capillaire qui revient classiquement avec une glycémie supérieure à 2,5 grammes par litre, la bandelette urinaire qui va montrer une glucosurie de Cros+, une cétonurie de Cros+, et de plus en plus dans les autres pays, on peut faire donc la cétonémie avec des bandelettes freestyle qui permet aussi, qui donne une valeur assez confiante de la cétonémie avec une valeur au-delà de 3 millimoles par litre, qui est une cétonémie très importante. Donc, à la paraclinique, on a d'abord les gaz du sang qui vont revenir avec une acidose métabolique à 3 ionique plasmatique augmentée, avec un pH artériel inférieur à 7,30, les réserves alcalines effondrées avec un taux de bicarbonate à moins de 5 millimoles, et un trou anionique plasmatique augmenté qui est le reflet en réalité du caractère organique de l'acidose métabolique. Et ce trou anionique se calcule à l'ionogramme à partir d'une différence des cations et des anions. À l'ANFS, on pourra mettre en évidence une hémoconcentration qui est liée à la déshydratation et à l'hémoconcentration, qui est liée à la déshydratation, pardon, et à l'augmentation de l'osmolarité liée à l'hyperglycémie. On a souvent une hyperleucocytose apollinaire neutrophile qui n'est pas forcément un signe d'infection, d'autant plus que modéré, mais qui peut tout simplement être traduit en fait l'hémoconcentration.
Et puis à l'ionogramme, on a le Na+, qui est variable, mais dans la plupart du temps, on a une hyponatrémie. Le potassium, pareil, variable, mais au début, on peut avoir une hyperkaliémie ou en cas d'insuffisance rénale fonctionnelle, mais on peut avoir aussi une hypokaliémie et c'est ce qui est majoritairement observé. Maintenant, on peut avoir aussi, bon, au niveau de la fonction rénale, on a l'urée et la créatinémie qui ont augmenté, traduisant donc une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, et à l'électrocardiogramme, pouvoir montrer des signes d'hypokaliémie ou alors des signes en rapport avec le facteur décompensant. Et donc, au total, pour ce qui est de la clinique, on a, pour ce qui est, pardon, du diagnostic positif, une glycémie donc de 2,5 ou alors 13,7 millimoles par litre, une cétonémie à 3 millimoles, une cétonurie 2 croix ou plus et l'acidose métabolique. Et ici, il est de plus en plus donc assez délicat de faire des prélèvements artériels. Donc, souvent, les gens utilisent un pH veineux et dans ce cas, la valeur retenue est de 7,25. Mais notez également que parfois, il y a des cétoacidoses avec une glycémie qui est tout à fait normale, donc dites cétoacidoses euglycémiques, qui sont rencontrées soit dans des situations de jeûne avant l'acidocétose ou alors dans un contexte de grossesse ou bien dans des facteurs de décompensation assez particuliers, donc par exemple au décours de l'utilisation des inhibiteurs de la HDLT2 pouvant donner des acidocétoses avec une glycémie qui est tout à fait normale. Alors, maintenant, après le diagnostic positif, vient maintenant le diagnostic de gravité. Et, pardon. Alors, pour ce qui est du diagnostic de gravité, donc certains auteurs utilisent la gradation de l'acétoacidose en minime, modéré et sévère en fonction du pH, du taux de bicarbonate et l'état de conscience neurologique. Et ainsi, on pourra donc classer l'acidocétose en trois phases, en trois grades, pardon, évolutifs, de sévérité évolutive. Donc, on a la phase minime avec les différentes valeurs et à partir d'un pH à 7, un taux de bicarbonate en moins de 10 et une somnolence et un coma, on retient l'acidocétose sévère. Et il y a aussi les critères de gravité du consensus britannique que j'ai tiré au niveau du collège d'endocrinologie des universités de France, qui sont les critères retenus qui vont dicter donc l'admission du patient en réanimation ou bien en hospitalisation dans un service de diabétologie. Donc, c'est d'abord l'âge, un sujet âgé, une cétonémie à 6 millimoles, un taux de bicarbonate inférieur à 5 millimoles, un pH en moins de 7, l'hypokaliémie sévère ou alors un score de Glasgow à 12, une désaturation à 92, un collapsus ou état de choc et la fréquence cardiaque à 100 ou bien donc soit une polypnée ou bien une bradypnée et un 3 ionique à 16. Alors, donc, le diagnostic différentiel se fera essentiellement avec d'abord le coma hyperosmolaire, qui est le principal diagnostic différentiel, mais qui survient dans un contexte d'abord un sujet plutôt âgé, diabète de type 2, qui présente soit des difficultés à bien s'hydrater parce qu'il a une dysrégulation des centres de la soif, ou tout simplement un sujet qui n'a pas accès facilement à l'eau. Et donc, il va avoir donc, des signes d'hyperglycémie à la clinique qui sont assez sévères, une déshydratation très sévère, mais sans signe de cétose ni acidose. Et à la paraclinique, c'est souvent une hyperglycémie très importante, au-delà de 6 grammes par litre, une osmolarité très élevée à 320, mais sans cétonurie ni acidose. Donc, j'ai fait un tableau comparatif des deux. On a ici donc le début qui est souvent insidieux, qui évolue en quelques jours à quelques semaines pour le coma, un sujet plutôt âgé, diabète de type 2, une déshydratation très importante avec des signes neurologiques au premier plan, mais sans signe de cétose ni acidose. Donc, il n'y a pas, il y a pas de, donc, le pH est au-delà de 7,30, bicarbonate au-delà de 18 et voilà, absence de cétonémie et l'acétonémie, pardon, inférieure à 2 millimoles et cétonurie qui est absent ou alors quelques traces. Et la glycémie au-delà de 6 grammes avec une osmolarité très augmentée. Deuxième diagnostic différentiel, on a l'acidocétose alcoolique
qui est un diagnostic qui est assez rare dans notre contexte, on va dire. Donc, c'est plus un patient qui est alcoolique chronique, qui va augmenter ses consommations d'alcool pendant une période donnée, suivie d'un épisode de jeûne qui peut être favorisé par des troubles digestifs ou autres contextes. Et donc, donc les éléments caractéristiques, c'est une acidose avec une cétonémie, certes, mais sans hyperglycémie, voire même une glycémie qui est basse. Et troisième diagnostic différentiel, c'est la cétose de jeûne, où là, c'est un jeûne prolongé de quelques semaines, une semaine à 3 semaines, une glycémie qui est normale ou alors basse, avec une cétose qui est assez minime, une cétonurie à 2 croix, mais sans glucosurie. Donc, il n'y a pas d'acidose, mais néanmoins, l'acidose est toujours corrélée à la cétose, donc soit une acidose modérée, on peut avoir tout de même une acidose qui est assez modérée en fonction de l'acétose et du dépassement du système tampon. Et puis vient maintenant les pathologies abdominales devant la symptomatologie digestive. On a la pancréatite aiguë que j'ai mis en bleu parce qu'en fait, au cours de l'acidocétose diabétique, on peut avoir une augmentation des enzymes pancréatiques et pouvant donc rendre difficile l'élimination ou bien le fait de retenir une pancréatite aiguë dans ce cas de figure. Et puis, on a la gastro-entérite aiguë devant les manifestations digestives à type de vomissement, nausées, douleurs digestives. Les urgences chirurgicales, une occlusion intestinale, l'appendicite aiguë devant toujours les manifestations digestives, notamment la douleur et les vomissements et les nausées. Les autres causes d'acidose métabolique à 3 unique plasmatique augmentée, j'ai retenu l'insuffisance rénale, mais également l'acidose lactique, pouvant même être une complication du traitement diabétique lié à la metformine ou être tout simplement d'origine euh, ischémique ou dans un contexte d'hypoxie tel que les ischémies ou alors les syndromes et autres contextes. Les autres causes de coma non traumatiques, on peut citer l'hypoglycémie, l'épilepsie, mais également les intoxications, voire même les comas qui accompagnent les pathologies endocriniennes telles que les dysthyroïdies. Maintenant vient le diagnostic étiologique. Diagnostic étiologique qui se fera d'abord en 2 volets. D'abord, l'enquête étiologique, donc les éléments cliniques, un bon interrogatoire qui va s'intéresser surtout au traitement. Donc, on recherche une notion de rupture thérapeutique, les modalités de prise du traitement, d'injection d'insuline, les méthodes de conservation, etc. Et puis, l'examen physique, donc, qui va rechercher une notion de fièvre, une hypothermie, qui ont la même valeur sémiologique, l'examen ORL, une auscultation pulmonaire, l'examen abdominal cutané, gynécologique, urinaire à la recherche de signes infectieux et puis un examen cardiovasculaire et neurologique à la recherche des signes d'accident aigu. À la paraclinique, on fera systématiquement un bilan infectieux à la recherche, donc d'abord la CRP et la NFS, donc va relever une hyperleucocytose qui est initialement faussée par l'état d'hémoconcentration, on l'a vu sur le diagnostic positif. Puis des hémocultures qui doivent se répéter, même en l'absence de fièvre, un examen cytobactériologique des urines, un prélèvement d'un foyer infectieux au niveau soit du pus au niveau cutané ou d'autres sites, au niveau des prélèvements de gorge, ou alors une ponction lombaire au moindre doute, une radiographie du thorax qui doit également être faite. Et puis, on recherchera également des signes d'infarctus du myocarde en faisant un ECG, puis les enzymes cardiaques et d'autres examens en fonction du contexte clinique, les bêta-HCG en cas de suspicion de grossesse, un bilan hématologique. Et on aboutit donc à 2 cas de figure au niveau de l'étiologie, soit c'est un déficit absolu en insuline, on l'a dit, donc inaugural dans le diabète de type 1 au cours de son évolution, ou alors un déficit relatif chez le diabète de type 2 à l'occasion d'un stress ou alors de l'évolution vers l'insulinoréquérance. Et pour ce qui est de l'insulinoréquérance, pour ce qui est de l'insulinoréquérance, pardon, c'est des patients diabète de type 2 qui vont rejoindre le diabète de type 1 et devenir donc insulino-nécessitant. Et dans ce cas de figure, c'est des patients qui vont d'abord commencer à maigrir alors qu'à la base, ils étaient plutôt obèses et jusqu'à avant l'épisode d'acidocétose habituellement.
Et maintenant, les facteurs étiologiques ou de décompensants les plus retrouvés, on a d'abord les infections de différents sites, soit les pyélonéphrite aiguës, les infections ORL, les pneumopathies ou les gastroentérites. On a la mauvaise compliance au traitement, soit un arrêt de l'insuline, un saut d'injection au cours de la journée, une mauvaise utilisation, un dysfonctionnement de la pompe à insuline, des doses inadaptées ou alors des erreurs au niveau de la diététique de la diète, pardon. Et puis les accidents cardiovasculaires, tels que les accidents cardiovasculaires tels que l'AVC, l'infarctus du myocarde ou bien les accidents vasculaires cérébraux. Il y a aussi la chirurgie, les traumatismes et la grossesse qui sont eux aussi des facteurs qui augmentent en fait les besoins d'insuline, donc des facteurs de stress majorant les besoins d'insuline et des médicaments tels que la corticothérapie, les antipsychotiques, les immunomodulateurs et les inhibiteurs de SGLT2, qui est un traitement utilisé pour le traitement du diabète qui est un traitement oral utilisé pour le diabète de type 2. Et puis, on a les intoxications avec la cocaïne ou bien aux amphétamines. Alors, il y a deux entités assez particulières de plus en plus décrites aussi, qui sont à l'origine très fréquents d'acidocétose. On a d'abord le diabète de type 2 avec une tendance à la cétose ou bien diabète de type 2 cétosique, qui est classé diabète de type 1 dans la classification de l'OMS. Il s'agit en fait d'une carence transitoire en insuline. Donc, c'est des sujets, bon, l'épidémiologie, c'est des sujets plutôt africains. Initialement, ça a été décrit chez des sujets américains, afro-américains, mais une épidémiologie africaine ou entière avec des épisodes assez fréquents ou bien des épisodes répétés d'acidocétose, mais entre ces épisodes, c'est des patients qui vont pouvoir, donc ils vont avoir besoin d'insuline donc, pendant ces périodes, et puis au décours de ces périodes, c'est des patients pouvant être bien régulés par un traitement, soit en monothérapie avec la metformine ou autre traitement. Et donc, ils ont juste des besoins transitoires en insuline. Et puis, on a le diabète de type 2 fulminant, qui est aussi décrit, qui est plutôt avec une épidémiologie plutôt asiatique. Il s'agit en fait d'une destruction rapide des cellules bêta pancréatiques. Et ça va se manifester donc par d'abord une évolution très rapide avec une installation en quelques jours seulement donc d'une hyperglycémie très importante, une acidocétose, mais quand on fait la glycémie, elle est très importante, contrastant avec un hémoglobine glyquée qui est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour que l'hémoglobine glyquée soit augmentée ou bien soit glyquée justement. Donc, c'était donc tout ce qu'il y avait à dire par rapport à, en tout cas, ce que j'ai jugé nécessaire par rapport aux éléments de rappel diagnostic. Maintenant, on va entamer le grand chapitre de prise en charge qui prend en compte la prise en charge thérapeutique, mais également préventive. Alors, le but de cette prise en charge, c'est d'abord de juguler la décompensation, corriger le facteur décompensant et prévenir ou sinon traiter les troubles associés. Et pour ce faire, on a d'abord les mesures de réanimation générale, donc le scopage cardio-tensionnel, une voie veineuse de bon calibre ou deux voies veineuses, une sonde nasogastrique, une sonde urinaire et une oxygénothérapie. Et puis, on a maintenant les médicaments, on a l'insuline d'action rapide, donc de l'acte rapide 0,1 unité kg/kilo, une rééquilibration hydroélectrolytique qui pouvant se faire soit par des cristalloïdes, donc du SSI 9 pour 1000 ou bien du sérum glucosé 5% ou 10%, des macromolécules telles que la gélofusine gel et les électrolytes, du KCl, du NaCl ou bien du potassium associé à du phosphate. On peut également avoir besoin de bicarbonate 1,4%. Les anticoagulants aussi, tels que les héparines fractionnées, les héparines de bas poids moléculaire, les antivitamines K, ou voire même des AOD, les diurétiques tels que le furosémide, la dialyse et les antibiotiques. Alors, pour ce qui est des indications, une hospitalisation qui se fera soit en service de diabétologie ou bien en unité de soins intensifs en fonction s'il y a ou non des critères de gravité et des mesures générales de réanimation. Et sans attendre justement le bilan paraclinique qu'on va prélever au début, on va commencer par la réanimation, donc par une recharge
volumique par du sérum salé isotonique à raison de 15 à 20 mg kilo par heure. Maintenant, en cas de collapsus, on fera une expansion volumique par un remplissage vasculaire par des cristalloïdes. Certains font des bolus de 1 litre en 30 minutes ou alors une perfusion de 500 cc en 20 minutes jusqu'à rétablissement de l'hémodynamique, voire même l'utilisation des macromolécules. Maintenant, lorsque le pH est inférieur à 7 ou alors 6,9 pour certains auteurs, on peut utiliser le bicarbonate 1,4%, donc à raison de 100 ml, renouvelé selon l'évolution du pH, mais souvent réservé dans le contexte de réanimation, ou en réanimation, pardon. Et donc, voici un schéma qui récapitule un peu la perfusion des solutés. Donc, on a d'abord quelle soluté utiliser. Tout dépendra lorsqu'il y a tout dépendra de la sévérité de l'acidose et de l'état hémodynamique. Lorsqu'on a une acidose plutôt modérée, on penchera plutôt vers le sérum salé 9 pour 1000. Et lorsqu'on a plutôt un collapsus, donc on pourra penser à mettre les macromolécules. Et lorsque c'est une acidose qui est plutôt sévère, lorsque c'est une acidose qui est plutôt sévère, on pourra mettre c'est quoi ça? Pardon. Voilà. Et lorsque c'est une acidose qui est sévère, on pourra mettre le bicarbonate. Et maintenant, dès que la glycémie a atteint ou inférieure à 2,5 grammes par litre, on remplacera donc le salé qu'on avait mis au début par du sérum glucosé 5%, mais on n'oubliera pas de mettre à l'intérieur donc, le NaCl, le KCl. Et maintenant, à quel rythme? En fait, on part du principe classiquement, que l'individu a perdu 10% de son poids corporel. Et on prend comme référence un individu de 60 kg à 80 kg, ce qui fait qu'on a souvent 6 à 8 litres à perfuser en l'espace de 24 heures. Et quand c'est 6 litres, donc les 3 premiers litres sont à perfuser dans les 6 premières heures, donc 1 litre en 1 heure, 2 litres dans les 2 heures qui suivent, puis 3 litres dans les 3 heures qui suivent, et puis après, et puis 1 litre qu'on amènera à chaque 4 heures. Maintenant, après la réanimation, vient maintenant l'insulinothérapie. L'insulinothérapie se fera en intraveineuse à la pousse seringue électrique, donc en intraveineuse lente. On a la posologie, c'est de 0,1 unité kilo par heure, mais en moyenne, on utilise 10 unités par heure et la vitesse sera modulée en fonction des valeurs de la glycémie horaire. Maintenant, si la glycémie est inférieure à 2,5, comme on l'a dit, on remplacera le sérum salé par du sérum glucosé, soit du G5 ou G10, si la glycémie est inférieure à 2 grammes par litre. Après l'insulinothérapie, on vient maintenant les apports de potassium qui sont à débuter dès que la kaliémie est inférieure à 5 millimoles par litre. On avait dit qu'au cours de l'acidocétose, la kaliémie est variable, donc il est possible de voir des hyperkaliémies, mais dans la plupart du temps, c'est une hypokaliémie, comme on l'a dit, et qui sera majorée par l'instauration de l'insulinothérapie qui va faire entrer le potassium en intracellulaire et par la réhydratation également. Et donc, les modalités, dès que la kaliémie est inférieure à 5 millimoles par litre, qui est en réalité une kaliémie plutôt normale, mais on apportera donc du potassium, donc 1 gramme par litre lorsque la kaliémie est entre 5 à 4,5 millimoles par litre, ou alors 2 grammes lorsqu'on est entre 4 à 4,5, et quand on est en dessous de 4, on peut apporter jusqu'à 3 grammes par litre. Maintenant, chose très importante, c'est que si la kaliémie initiale est inférieure à 3 millimoles par litre, on est appelé à retarder l'insulinothérapie et à apporter du KCl à la pousse seringue électrique par voie centrale jusqu'à remonter à 4. Et à ce moment-là, on pourra continuer le reste de la réanimation et instaurer l'insulinothérapie. Maintenant, si on a une hypophosphatémie associée, on peut mettre du potassium, donc du KCl 2 tiers, et apporter du phosphate dipotassique 2 tiers afin de compenser ces pertes de phosphate.
Et après aussi, il faudra donc prendre en charge systématiquement le facteur décompensant ou en tout cas, s'il y a une suspicion d'un foyer infectieuse, instaurer une antibiothérapie à large spectre, une prise en charge, d'un infarctus du myocarde s'il y a des signes, en faveur à l'ECG et une éducation si, on a rapporté, des erreurs, thérapeutiques et un traitement anticoagulant pouvant être proposé en l'absence d'hémorragie. Et enfin, le relais, donc à l'insuline sous-cutanée qui se fera après la disparition des cours cétoniques, mais on veillera à faire une perfusion, à continuer la perfusion d'insuline intraveineuse euh, au bout d'une heure après l'injection d'insuline sous-cutanée lors du repas prévu afin, avant de l'arrêter. Et donc, j'ai essayé ici de récapituler un peu ce que l'on fait, ce qu'on avait l'habitude en fait de faire aux urgences en tout cas. Et donc, en pratique, c'est une hospitalisation. Maintenant, on fait après les prélèvements, donc les prélèvements des bilans à la phase initiale, avant d'instaurer la réhydratation. Et la réhydratation, on l'a dit, se fera à raison de 1 litre en 1 heure, 1 litre en 2 heures, et puis 1 litre en 3 heures, et après 1 litre tous les 4 heures, au bout de 24 heures. Et il faudra s'assurer qu'on ait une kaliémie supérieure à 3,5 avant l'initiation de l'insulinothérapie, comme on l'a dit. Et pour l'insulinothérapie, elle se commencera à H2 classiquement avec 10 unités d'insuline par heure. Donc les modalités, c'est soit l'IVSE, donc la pousse seringue électrique, et dans ce cas, on prendra 50 unités d'insuline, correspond à 0,5 ml, parce que on a 100 unités pour 1 millilitre d'acte rapide, et donc si on prend 0,5, c'est 50 unités, qu'on va mettre dans 49,5 ml du sérum salé isotonique, donc dans la pousse seringue électrique, c'est qui nous fera une totalité de 50 ml d'acte rapide SSI et qu'il faudra régler donc à la vitesse de 10 ml par heure, ce qui nous fera 10 unités par heure. Si on n'a pas de pousseur électrique, on peut le faire en intramusculaire ou en intraveineuse directe. Donc, si on a un collapsus, il faudra donc privilégier la voie intraveineuse directe et on fera des injections horaires de 10 unités, donc chaque heure 10 unités. Et puis, apporter du K+, dès que la kaliémie est inférieure à 5 millimoles avec les modalités qu'on a vues au début. Maintenant, si la glycémie atteint les 2,5 grammes par litre, on remplace le sérum salé isotonique par du glucose à 5% ou 10% en fonction de la glycémie si elle atteint 2 grammes. Et on fait l'adjonction du NaCl. Il faudra ne pas oublier de mettre, donc enrichir de NaCl, donc mettre des ampoules de NaCl à raison de 4 à 5 grammes à l'intérieur du sérum glucosé qu'on va perfuser par la suite. Et puis la prise en charge du facteur décompensant et une surveillance qui se fera, notamment la glycémie, la cétonurie, la cétonémie horaire et la kaliémie et les autres paramètres. Donc ça, c'était concernant la prise en charge thérapeutique. Maintenant, pour ce qui est de la prévention, qui est un volet très important, d'abord, axé sur l'éducation diabétologique correcte du patient. Donc, un patient qui doit être éduqué à pouvoir s'autocontrôler, à s'autosurveiller d'une manière quotidienne. Donc, apprendre à utiliser l'insuline correctement et à éviter tout arrêt ou les modifications injustifiées de son traitement. Et doit également apprendre à connaître les situations à risque de cétoacidose, telles que les infections, la chirurgie, les intolérances digestives, les longs voyages, qui sont des situations pouvant nécessiter une majoration ou bien créer une augmentation des besoins en insuline, et donc multiplier ces contrôles, voire ajuster les doses d'insuline. Et puis reconnaître les signes cliniques précoces de cétoacidose, tels que la fièvre, les troubles digestifs, l'asthénie et les syndromes polyuropolydipsie. Rechercher donc les cours cétoniques lorsqu'on a une hyperglycémie chez le sujet diabétique, donc au-delà de 2,5 grammes, et en présence d'hyperglycémie et de cétose, donc le patient doit pouvoir donc faire des compléments d'insuline afin de prévenir l'évolution vers la cétoacidose. Donc, on va finir donc par les éléments d'évolution surveillance. D'abord, les éléments de surveillance en cas d'acidocétose diabétique, c'est d'abord les éléments cliniques.
la pancarte, donc fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle, la température, le poids ainsi que la durée horaire. Il vient aussi la glycémie et la bandélette urinaire horaire avec S, donc les deux, et un examen clinique, donc avec, on s'intéressa plus sur l'état de conscience, un examen neurologique assez régulier et cardiovasculaire et de l'ensemble des appareils. Et à la paraclinique, on a l'ECG, l'ionogramme sanguin répété tous les 4 heures. Donc, au début, on peut faire la fréquence de 1 heure et puis après, tous les 4 heures et l'urée créative. Donc, l'évolution immédiatement favorable en 24-48 heures en cas de bonne prise en charge, donc sous traitement. Et les complications peuvent être dues soit à la cétoacidose elle-même, donc c'est le collapsus, l'insuffisance rénale aiguë, souvent fonctionnelle, mais pouvant évoluer vers une insuffisance rénale organique si non prise en charge, des troubles cardiaques en rapport avec les dyskaliémies, une détresse respiratoire liée à l'épuisement musculaire, donc au début hyperventilation, mais après un épuisement peut s'installer, et puis les accidents thromboemboliques liés à l'hémoconcentration et à les facteurs de risque, et l'hypophosphorémie avec ses manifestations cliniques. Maintenant, le terrain, dont notamment l'âge, les pathologies intercurrentes, et aux techniques de réanimation. Et les complications les plus redoutées dans ce cas de figure, c'est d'abord l'œdème cérébral en cas de réhydratation trop rapide et avant aussi quand on utilisait les bolus d'insuline en début de réanimation, lorsqu'on faisait chuter brutalement en fait la glycémie en deçà des 2,5. Et puis, on a l'hypoglycémie aussi lorsqu'on ne fait pas une bonne surveillance. Et puis, on a les autres facteurs, les facteurs décompensants, tels que les infections sévères pouvant évoluer vers des sepsis ou alors un IDM qui n'a pas été pris en charge. Et donc, on va finir donc par la conclusion. Donc, l'acidocétose diabétique est une urgence diagnostique thérapeutique. Sa prise en charge, comme on l'a vu, passe par une bonne réanimation hydroélectrolytique et une insulinothérapie continue. Il nécessite une surveillance stricte, contenue et rapprochée afin de goûter les complications aussi bien évolutives que en rapport avec le traitement. Et il y a aussi l'intérêt d'une bonne éducation thérapeutique pour la prévention. Merci de votre attention. Je veux donc laisser la parole au cher maître par la suite de la présentation. Merci beaucoup. Merci, Brahim Hassan. C'était une très très belle présentation, hein, franchement. Je suis un peu surpris même de la qualité, mais également l'art auquel tu as fait preuve en qualité d'oration. Du coup, je pense que tu as ouvert en fait une discussion assez large et nous allons écouter tes collègues par rapport à l'heure de ta présentation. Mais également, s'il y a des éléments de question, des zones d'ombre auxquelles vous aimeriez qu'on en parle, ben c'est l'occasion. Hein. Et comme on a l'habitude de faire, on va commencer à prendre les questions du plus jeune d'abord. S'il y a des questions, des remarques, voilà, la parole est à vous. Et la discussion est ouverte aussi. Il suffit juste de désactiver votre micro et que vous commencez à parler en vous présentant, bien sûr. Hein. Oh, il a tellement présenté qu'on n'a rien à dire, c'est ça? Bonjour, cher maître, chers collègues. J'aurais une question, mais avant tout, j'aimerais me présenter.
c'est Ibrahim Hassan, étudiant en 4e année de médecine. Ma question se pose sur l'anatrémie, la variation de l'anatrémie lors de l'acidocétose. J'ai vu qu'il y a eu, à l'ionogramme, on a eu une hyponatrémie, et au cours de la présentation, il nous a parlé d'une aldostérone qui va venir en quelque sorte compenser ou bien arrêter cette déperdiction. Donc, je n'ai pas bien compris sur ce point. Et ensuite, il y a la kaliémie aussi. Il nous a parlé d'une hypokaliémie. Bon, c'était relatif. Mais néanmoins, de ce que j'ai pu comprendre, vu qu'on est en état d'acidose, je pensais que au lieu de laisser le K+ partir, on privilégie plus les ions H+ pour quand même compenser cette acidose. Voilà, au niveau du transport Na+, K+, H+. Voilà, merci beaucoup. Oui, Youssouf. Merci beaucoup, Ibrahim, pour la question. Donc, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse par rapport à ça. Alors déjà, pour ce qui est de l'anatrémie, on a dit que l'anatrémie était variable. Et ça veut dire que tous les cas de figure sont possibles. On peut avoir une hyponatrémie, on peut avoir une hypernatrémie, tout comme on peut avoir une normonatrémie. Maintenant, ça va dépendre en fait de la phase à laquelle on voit le patient ou de l'évolution du tableau. Initialement, on va avoir en fait une hypovolémie. Donc, cette hypovolémie sera reconnue au niveau, il y a une diminution de la filtration glomérulaire en accompagné, et ceci va être reconnu au niveau de la macula densa de l'appareil justaglomérulaire comme étant une diminution de la DFG. Et c'est ce qui va être à l'origine de la sécrétion de rénine et une activation du système afin d'essayer de contenir le sodium. Et donc, c'est un mécanisme compensateur initial. Ça veut dire que de base, on avait déjà une tendance à l'hyponatrémie qui suivait en fait la diurèse. Parce qu'au niveau rénal, le rein ne peut pas éliminer des éléments osmotiques isolés. Et donc, il y a un rapport. Le rein ne peut pas éliminer du glucose seul. Et donc, à chaque fois qu'il y a des éléments osmotiques qui partent dans les urines, il y a toujours une quantité de liquide qui l'accompagne et des éléments osmotiques. Et donc, c'est ce qui fait qu'au début, on avait une tendance à l'hyponatrémie à cause de la diurèse. Mais le système rénine va essayer de contenir justement cette hyponatrémie et le compenser en s'activant. Et c'est ce qui va donner par la suite soit une normo ou alors, dans des situations assez rares, une hypernatrémie. Mais donc, j'ai mis variable, mais ce qu'on a le plus souvent, c'est une hyponatrémie. Donc, j'espère que j'ai pu répondre. Sinon, le cher maître viendra par la suite apporter des éléments d'éclaircissement. Maintenant, pour ce qui est de la kaliémie, là aussi, c'est variable. Alors, au début, à l'installation du tableau, ou ce que l'on a appris en physiologie, c'est qu'en situation d'acidose, les ions H+ vont rentrer dans la cellule afin d'être tamponnés et en échange des ions K+. Et donc, en cas d'acidose, on a une tendance à l'hyperkaliémie. Et c'est ce qu'on a classiquement au début du tableau. Sauf qu'avec l'évolution du tableau et l'activation du système rénine-angiotensine, il y a une déperdiction du potassium au niveau rénal. Et c'est ce qui fait que c'est comme si on sortait le potassium de la cellule et donc on a une hypocalicité. Et ce potassium se retrouve dans l'extracellulaire et puis le rein l'élimine par la suite parce qu'il y a une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir une hyperkaliémie au début, suivie par la suite d'une hypokaliémie à la phase un tout petit peu évoluée. Et puis à l'instauration du traitement également, l'insuline va venir encore aggraver cette hypokaliémie en faisant rentrer le potassium en intracellulaire parce qu'il agit au niveau de la pompe K+ et Na+ cellulaire. Et c'est ce qui fait qu'on a aussi une variabilité. Donc, au début, tendance à l'hyperkaliémie. Et puis après, quand le tableau se constitue, il y a une évolution, il y a une hypokaliémie par la suite qui est
habituellement vue. Mais on peut avoir aussi une valeur normale de la kaliémie, notamment les valeurs que j'ai montrées au traitement, entre 3 à 5, mais néanmoins qui demandent un apport de potassium. Donc, j'espère que aussi, là aussi, les réponses sont satisfaisantes. Sinon, Dr Charles pourra intervenir là-dessus. Merci beaucoup. Alors, Ibrahim, est-ce que tu es satisfait ou pas de ces éléments-là? Ça a été clair, ça a été clair. Merci beaucoup. De retenir, c'est que comme il l'a dit, quand vous avez le seuil rénal de glucose qui est atteint au-delà de 1,80, vous avez une élimination de glucose au niveau urinaire. Donc, bien évidemment, cette élimination de glucose que l'on appelle la glucosurie ne se fera pas tout seul. Donc, ça, certes, s'accompagnera d'une élimination d'eau, c'est ce qu'on appelle la diurèse osmotique. Mais également, vous avez l'activation de la pompe Na plus K plus ATPase. Donc, de ce fait aussi, on a des déperditions sodées. La plupart du temps, quand on est dans une situation de cétoacidose diabétique, du fait de la déshydratation due à la diurèse osmotique que le malade présente, bien sûr, j'ai une déshydratation globale la plupart du temps, mais à prédominance extracellulaire. De ces éléments-là, on a ce qu'on appelle une hyponatrémie qui reflète justement l'état d'hydratation de ce patient. Maintenant, quand vous avez une situation auquel la natrémie est normale, c'est que le mécanisme de compensation de l'organisme ou le malade lui-même a su pallier en quelque sorte en fait ces éléments-là. Donc souvent c'est des malades qui ont eu à prendre une grosse quantité d'eau ou des perfusions par-ci par-là même avant même que vous le recevez dans votre structure. Et le plus souvent, quand vous avez une déshydratation extracellulaire, dites-vous qu'on a une hyponatrémie cliniquement. Et situation qui est très fréquente au cours de la cétoacidose diabétique, c'est qu'on a une déshydratation. Rarement, on a une hypernatrémie. Quand vous avez une hypernatrémie avec une hyperosmolarité, attention, là, vous n'êtes plus dans ce contexte auquel vous êtes dans une situation d'acidocétose seule. Peut avoir des formes que l'on appelle intriquées ou associées. Non seulement vous avez l'acétoacidose, mais également une hyperosmolarité qui est là, qui reflète plus une déshydratation intracellulaire qu'une déshydratation extracellulaire. Donc, il faut faire quand même très attention par rapport à cette variation de natrémie et de la situation auquel vous allez vous trouver par la suite. Pour le potassium, c'est à peu près la même chose aussi. Donc, il a très, très bien expliqué par rapport à l'échange entre l'ion H+, et le K+, et la situation d'acidose fait qu'on a cette sortie de potassium du milieu intra vers le milieu extracellulaire. Donc, au départ, quelque chose auquel Ibrahim aurait vraiment... Hassan, je mélange toujours votre nom, là, vous deux, là. Youssouf aurait vraiment bien précisé, c'est que c'est une fausse hypercalémie. Donc, il ne faut pas vous étonner quand vous faites l'onogramme initialement, à l'instant au T1, vous trouvez une hypercalémie et vous dites que non, bon, vous faites l'ECG, il n'y a pas de signe électrique, là vous êtes tranquille, à aucun moment vous allez penser à pouvoir supplémenter le malade par la suite. Il faut faire très attention. Dès que vous commencez à réhydrater le patient, cette fausse hypercalémie, vous avez une élimination rénale aussi. Cette élimination-là va démasquer par la suite l'hypocalcie, quand il a dit tantôt au niveau intracellulaire, du fait de la sortie de potassium. Après aussi, vous allez prendre le peu de potassium qui reste au niveau extracellulaire avec l'insulinothérapie, vous le ramenez au niveau intracellulaire. Et c'est ce qui est délétère souvent chez ces patients-là. Au cours de la réanimation de la cétoacidose diabétique, les malades décèdent la plupart du temps soit de cette hypocalémie, soit le plus souvent du contexte auquel il y avait un retard par rapport à l'acidose, c'est vraiment pérennisé, ou encore les complications iatrogènes, notamment l'hypoglycémie. Donc, il faut faire très attention par rapport à cela. Voilà ce que je voulais juste ajouter par rapport à l'explication. Merci beaucoup, Dr Charles. Allô, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Bonjour à tous, c'est El Mehdi, étudiant en 8e année de médecine.
Avant toute chose, merci à Youssouf pour cette présentation. Effectivement, on s'attendait à une CAT, une prise en charge de l'acidocétose, mais on a vraiment eu un cours assez complet. Donc, je te félicite. Maintenant, à mon niveau, j'aurais trois questions ou trois interrogations. La première interrogation, c'était par rapport au diagnostic différentiel. Dans le cadre de la pancréatite, comme tu nous as dit, tu nous as expliqué qu'en fait, dans le cadre d'une décompensation